Bonjour, je me présente, je suis Marie-Jo. Je suis une femme, blanche, hétéro. Je suis mère, mariée, divorcée. Je suis statisticienne de profession et chanteuse pour le plaisir. Et je suis ravie de vous accueillir à cette conférence gesticulée. Conférence gesticulée, tout le monde connaît parfaitement? Non? Non. Bon. Alors, très brièvement, une conférence gesticulée, c'est un acte d'éducation populaire fondé sur l'envie de partager ce qu'on a compris des mécanismes d'une domination dans un domaine donné. Voilà. Mécanisme de domination. On y va. Non, je ne vais pas vous proposer une réunion tupperware. Je vais vous demander de tirer un petit papier et de le lire à haute voix, si vous voulez bien. Je le lis directement maintenant? Oui, directement. Ah, la femme ne correspond pas au premier dessein de la nature qui visait à la perfection, entre parenthèses l'homme, mais au second dessein, de même que la putréfaction, la difformité et la décrépitude. Saint Thomas d'Aquin. Merci. Oh ben moi. Oui, voilà. Celui-là. Alors, c'est plus court. On peut affirmer que la femme est un mal raté. Oh, c'est du Zemmour, ça. Une erreur de la nature, le résultat d'un défaut de fabrication. Aristote, c'est parfait. C'est délicieux. Je serais contente de mon choix. Attention comment tu le dis. Ouais. L'assujettissement des femmes sera nécessairement indéfini parce qu'il repose sur une infériorité naturelle que rien ne saurait détruire. Auguste Comte. Merci. Allez. La femme en elle-même n'a pas de raison d'être. Point de suspension. Sans l'homme, elle ne sortirait pas de l'état bestial. Eh bien, C'est qui? Proudhon. Proudhon. Allez, un petit dernier pour la route. On parle à une femme, on lui dit des phrases, en sachant bien qu'elle ne comprend pas. Comme on parle à un chat ou à un chien. Edmond et Jules de Goncourt. Il y a du lourd. Bon, mais rendons à Césarine ce qui appartient à Césarine. Toutes ces citations et bien d'autres sont tirées de ce livre de Benoît de Groux, Cette mâle assurance. Une Bible. Voilà, et je vais vous dire, quand on sait ce qu'on sait et quand on entend ce qu'on vient d'entendre, forcément, on peut se demander. 1. Vaudrait-il pas mieux être un garçon? 2. La femme est-elle un homme comme un autre? 3. C'est qui le sexe fort? 4. C'est encore loin l'égalité? 5. Ne serions-nous pas l'espèce animale la plus stupide? Et finalement, 6. Le féminisme, ça serait-il pas bon pour ce qu'on a? Voilà, c'est de ça dont on va parler là. Et puis, enfin bref, du patriarcat. Du patriarcat en tant que système de domination. 1. Vaudrait-il pas mieux être un garçon? Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme une vieille femme, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés,
s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi j'avais des couilles. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50 € le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue, alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la Sécu. À 60 ans, je pourrais être un vieux beau, alors que bien avant, j'étais déjà une vieille peau. Refaire sa vie avec une jeune bimbo, c'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'y aiderai. Vous avez des nèfles? Quelqu'un a des nèfles ici? Bah, pas sur moi, non. C'est pas la saison. Vous savez ce que c'est des nèfles, hein? Bah, c'est le fruit du néflier. En fait, c'est un fruit qui est immangeable tant qu'il n'est pas pourri. C'est vrai. Mais moi, quand j'étais petite, j'avais entendu dire que si on en mangeait 7, on changeait de sexe. Ah oui, c'est parce que je voulais changer de sexe, donc. Je voulais être un garçon. Je voulais être un garçon pour pouvoir faire ce que font les garçons. Voilà. Bon, pas quand j'étais toute petite, hein. Laissez-moi. Moi, toute petite, fille ou garçon, mais je ne me posais même pas la question. Et puis, pas à la maison. Mes parents, ils étaient tous les deux issus d'un milieu modeste. Ils étaient tous les deux les seuls bacheliers de leur famille. Ils étaient tous les deux instituteurs. Bon, égalité, quoi. Et puis moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 2 garçons, 2 filles. Donc, la parité. Donc non. Non, c'est un peu plus tard, vers 7-8 ans. Et puis, à l'extérieur, à l'école, chez Mémé. Les dimanches midi chez Mémé. Alors, repas du dimanche chez Mémé. À la fin du repas, les hommes et les garçons se lèvent et s'en vont, ils sortent vaquer leurs activités de garçons. Les femmes et les filles restent dans la cuisine. Alors on nettoie, on fait la vaisselle, tout. Et quand tout est bien propre, bien rangé, on se rassoit autour de la table, vide. Et là arrivent les catalogues. Oh, mais ça c'est joli. Non, mais ça c'est... Oh, mais moi je connaissais quelqu'un qui l'a. Non, mais c'est... Oh non, mais c'est... Et puis les vêtements, c'est pareil. Moi, j'ai eu mon premier pantalon, j'étais en 6e. Pourtant, les pantalons, c'est vachement pratique hein, pour bouger, pour courir, pour grimper dans les arbres. Mais vous savez que le port du pantalon a été interdit aux femmes par une ordonnance de 1800, juste après la Révolution française, non ? C'était Bonaparte, premier consul. Interdit le port du pantalon. Et vous savez quand est-ce que ça a été abrogé cette ordonnance? Ça arrive jamais. En 2012. On a été hors la loi et on le savait même pas. Oui, mais quand même, il faut comprendre. Et il faut être d'accord avec finalement le préfet Lépine. Vous savez, le préfet Lépine, le fameux du concours Lépine. C'était préfet et c'était au début du XXe siècle. Et le préfet Lépine, il a dit des choses très très intéressantes. Qu'est-ce qu'il nous a dit, le préfet Lépine? Alors, mais tout est mélangé là-dedans. Ça y est, je l'ai. Le préfet Lépine, il a dit
Il faut refuser aux femmes le port du pantalon. Elles perdraient tout attrait sexuel aux yeux des hommes. Non, puis c'est vrai que l'attrait sexuel, c'est quand même le plus important. Alors, vous vous souvenez, quand on a eu une femme première ministre il y a longtemps, au moment de son investiture, les journalistes, ils commentaient quoi? Son tailleur bleu. Et si je m'en souviens, vous savez qui c'est? Édith Cresson. Ah oui, Édith Cresson. Ça a été la seule première ministre qu'on ait eue jusqu'à ces derniers jours. Ah, la pauvre, elle en a entendu. Elle avait été donc nommée première ministre par François Mitterrand entre avril 91, non, entre mai 91 et avril 92, donc moins d'un an. Mais on l'a traité de Pompadour. Et puis, Jean Dutour, un écrivain, a dit « Monsieur Mitterrand l'avait installé à Matignon, un peu comme l'empereur Caligula avait nommé son cheval ministre. » Et oui, les mots, ça peut faire mal. Et les mots d'ailleurs, parlons-en, parce que le français, c'est quand même une langue très particulière. Tous nos mots sont genrés. Ils sont ou masculins ou féminins. Le neutre en français, ça n'existe pas. Il faut toujours choisir son camp. Et quand on veut parler de quelque chose qui est générique, qui fait référence, on utilise le masculin. On n'est quand même pas sous domination masculine depuis des millénaires pour rien. Et puis aussi, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais ça, c'est pas depuis toujours. Hein. C'est depuis le XVIIe siècle, c'est très récent en fait. C'est Richelieu, il a mis en place l'Académie française, et ces vieux barbons, tout de suite, ils ont dit quoi? Ils disent, ah, le masculin l'emporte sur le féminin. Avant, on accordait avec ce qui était le plus proche. Hein. Mais là, non, c'est terminé. Coïncidence ou pas, ce renforcement du patriarcat a coïncidé avec la naissance du capitalisme. Et puis, les noms que nous portons, c'est pareil, les noms. Qu'est-ce qui justifie qu'un enfant porte systématiquement le nom de son père? Pas les miens. Moi, mes enfants portent mon nom, avec l'accord de leur papa. Ça n'a pas été facile, mais voilà, ils portent mon nom. Maintenant, en fait, c'est possible. Depuis 2005, il y a une loi en 2005 qui permet aux parents de donner à leur bébé nouveau-né le nom du père ou le nom de la mère, ou les deux accolés, dans... Tout, très facile. Eh bien, aujourd'hui, 95% des nouveau-nés portent exclusivement le nom du père. Statisticienne, hein, je vous ai dit, c'était le premier chiffre, c'est pas le dernier. Et les femmes, qu'est-ce qui justifie qu'elles prennent le nom de leur mari? Et pas l'inverse. Alors, peu de gens le savent, mais en fait, une femme, quand elle se marie, elle garde son nom. Le nom du mari n'est qu'un nom d'usage. Bon. Moi, non, je me suis mariée et j'ai gardé mon nom. Mais j'ai fait une erreur. Quand j'ai renouvelé ma carte d'identité, j'ai rempli le formulaire bien consciencieusement, et donc dans épouse, j'ai écrit le nom de mon mari. Ah, erreur, erreur. Après, on ne me connaissait plus que sous ce nom-là. Et il fallait que je me bataille pour me faire appeler par mon nom. Et je suis divorcée depuis un certain temps, et ce nom-là me poursuit encore. Il faut bien voir que quand on prend le nom de son mari, on devient la femme d'eux. On n'a plus de passé, hein. Ça n'existait pas avant. Et on n'existe pas en dehors du mari d'ailleurs, donc bon, aucune autonomie. Tiens, d'ailleurs, quand j'ai divorcé, j'ai voulu m'acheter un lit. Je suis allée dans le magasin et j'ai voulu faire un prêt pour avoir ce lit. Alors j'avais tous les papiers, je remplissais toutes les conditions, etc. Mais le prêteur a vu ma carte d'identité avec épouse. Il demandait l'accord de mon mari. Et
Et je vous parle pas de la préhistoire, hein. C'était il y a une dizaine d'années, hein, pas plus. Non, mais c'est vrai aussi quand même, faut pas exagérer, hein. On est un peu incompétente aussi en gestion monétaire. Enfin bon, ça fait pas si longtemps qu'on a le droit d'avoir un compte en banque, hein. Donc quand même, on n'est pas très compétente. Ah bah, on n'est pas très compétente non plus pour conduire des voitures. On n'est pas très compétente. Alors, anecdote. Alors, j'ai eu un petit accrochage, sans gravité. J'étais en voiture, je me suis arrêtée pour laisser passer un piéton. Et la voiture qui me suivait s'est pas arrêtée. Donc, à petit accrochage, bon, le jeune homme de la voiture descend pour qu'on fasse un constat. Le jeune homme de la voiture. Mais madame, il ne faut pas s'arrêter comme ça, je vais vous expliquer comment conduire. Ah mais oui, mais vous savez bien, femme au volant, mort au tournant. Et ça, même si dans les accidents de la route, les hommes sont 2 fois plus souvent accidentés et 4 fois plus souvent tués. Mais les stéréotypes ont la vie dure. Alors, vaudrait-il pas mieux être un garçon? Ah, mais réjouissons-nous, mes sœurs. La femme a une âme. La question fut posée et tranchée lors du second concile de Mâcon en 585. Alléluia! Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot. Je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, un tout petit jouet. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord, j'ai les cheveux trop longs. Mes ongles, c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille, c'est pas pour écouter. Pour les connaisseurs, c'est un fruit. Je suis une confiture. Je suis une pâture. Je suis un liseron. Je suis un édredon. Je suis une poupée et je suis un chipier. Je suis la femme. Si j'ai un nez, si j'ai 2 pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas désorienter. Si j'ai 2 yeux, si j'ai 2 mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme ne soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation. On pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir, je suis un reposoir, un monstre familier, une puce dressée. Poète prend à lire, tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole. Brigitte Fontaine. La femme est-elle un homme comme un autre? Bon, moi j'ai toujours pensé, hein, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il n'y avait vraiment aucune différence entre les hommes et les femmes. Bah, non, aucune. Bon, oui, d'accord, le sexe est différent, mais bon, la belle affaire. Hein. Et en plus, pendant les premiers mois qui suivent la conception, on a le même sexe. Alors bon, mais alors, il y en a un qui est dehors et l'autre qui est dedans. Et est-ce que c'est parce qu'il y en a un qu'on voit qu'il est encensé comme ça? Voilà. Tenez, un robinet gracieux et érectile, des couilles rebondies, aux statues d'Hermès, du discobole, de l'Apollon du temple de Zeus. Pas même une fente, un triangle, encore moins un poil sculpté pour figurer le ça de la femme. On le cache derrière des voiles.
sur la Vénus de Milou, la victoire de Samothrace, toutes les autres. Si elles sont nues, là, entre les jambes, elles n'ont rien qu'un désert. Pas de ça, ni poil, ni fente, rien de tout ça. Le marbre a gardé le secret et c'est très bien comme ça. Non, je ne sais pas, c'est une espèce de truc informe. Alors ça, c'est un extrait de la pièce de théâtre Cut de Emmanuel Marie. Et finalement, Charles de Linné, le célèbre naturaliste et botaniste du XVIIIe siècle, celui qui a créé toutes les classifications, etc., disait à peu près la même chose. Il disait « Je ne décrirai pas les organes féminins, car ils sont abominables. » Merci Benoît. Tiens d'ailleurs, Benoît, qu'est-ce qu'elle en pense, elle, du sexe masculin? Ça veut toujours jouer les durs, alors que ça pend vers le sol pendant la majeure partie de son existence. Et puis c'est pas fini. À côté du machin, il y a les machines. Ces objets-là gagneraient évidemment à être dissimulés à l'intérieur. Si nous avions ce genre de valseuse à la place de nos seins, par exemple, j'entends d'ici les horreurs qu'on débiterait sur le corps féminin. Un ingénieur qui aurait inventé ce système-là pour entreposer des spermatozoïdes se serait fait mettre à la porte. Benoît Groux dans Ainsi soit-elle. Bon, trêve de plaisanterie. Il y a quand même, si, une vraie grosse différence entre les hommes et les femmes. C'est que les femmes portent les enfants. Ah ouais, et pas les hommes. Mais du coup, est-ce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est pas une femme? Moi, j'en voulais pas d'enfant. Je m'étais jamais intéressée au petit bébé qui... Non, c'est mon amoureux qui avait envie d'enfant et qui m'a convaincue et qui m'a donné envie d'avoir des enfants. Et alors là, quand j'étais enceinte pour la première fois, ah ouais, mais là j'ai compris. C'est une différence absolument fondamentale. Parce que cette expérience extraordinaire de porter la vie, ben, il n'avait vraiment pas. Il était frustré d'ailleurs, hein, mon amoureux, très frustré. Bon, tous les hommes, ceci dit, ne sont pas frustrés de ne pas avoir à vivre ça. Mais quand même, effectivement, c'est une expérience fondamentale différente. Qui dit expérience fondamentale différente dit on voit les choses un peu différemment peut-être, on ne dit pas les mêmes choses, donc on a des différences, et du coup on en arrive à nos clichés. Vous savez, une femme c'est doux, un homme c'est fort, une femme c'est fragile, un homme c'est protecteur. Enfin voilà, je vous laisse, vous pouvez en envoyer aussi si vous voulez, vous pouvez garder pour vous, enfin vous voyez, hein, tous ces clichés. Mais c'est peut-être pas aussi simple, il faut peut-être sortir du binaire, du noir et blanc. Surtout quand on sait qu'en fait, nous portons en nous des hormones, tous, nous portons des hormones masculines et féminines, tous. Et que finalement, être femme ou homme, c'est qu'une question de dosage. Donc finalement, tout ça n'est qu'une question de dosage. Ah oui, mais c'est tellement plus simple de dire c'est comme ça ou comme ça. Et ces stéréotypes-là, ils sont vraiment très costauds. Et on est imprégné de ces stéréotypes très tôt dans la vie. Alors, Elena Giannini Bellotti, qui est une sociologue italienne, a publié en 1973 un bouquin qui s'appelle « Du côté des petites filles », dans lequel elle se propose d'étudier le moment de bascule où les enfants vont avoir des attitudes qui sont conformes à leur sexe, par mimétisme.
Et effectivement, dans ce qu'elle étudie, elle dit, voilà, à partir d'un certain moment, les petites filles, face à une frustration, vont pleurnicher, quand les petits garçons vont frapper. Alors que peu de temps avant, ils pouvaient avoir indifféremment l'une ou l'autre, voire plein d'autres réactions. D'où la fameuse expression « chiale pas, t'es pas une nana ». Alors ça, je l'ai entendu dire par un moniteur de centre aéré à un petit garçon qui pleurait. Quand je lui ai dit que je pensais que ce n'était pas très approprié, il n'a pas compris. Alors, moi je vous explique ce que j'y vois. Déjà, on dit à un petit garçon, chiale pas, t'es pas une nana. Donc, messieurs, désolé, vous n'avez pas le droit de laisser exprimer vos sentiments. Il faut être fort et tout cacher à l'intérieur. Désolé, c'est comme ça. Et puis, on lui dit aussi, si jamais tu te laisses aller à exprimer tes sentiments, on pourrait te prendre pour une nana. Et là, on sent bien que c'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà. On dit jamais à une fille, t'es pas un mec. Ou alors, c'est pour lui dire, mais pour qui tu te prends, t'es pas un mec. Ou bien pour lui dire, waouh, alors là, bravo, t'es pas un mec, mais... La domination masculine, le patriarcat. Alors, la femme est-elle un homme comme un autre? Pas sûr. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein là, regarde, sous mon sein la grenade. Et toi, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein là, regarde, sous mon sein la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là, sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas? Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein là, regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde. Clara Luciani. Tout ça pour introduire la troisième partie. C'est qui le sexe fort? Et d'abord, de quoi on parle? C'est qui le plus grand, c'est qui le plus fort? Bon, c'est qui le plus grand? Bon, d'accord. L'homme est plus grand que la femme, en moyenne de 14 cm. Voilà, en moyenne. Puis c'est une moyenne, hein. Tout le monde n'est pas à la moyenne. Et d'ailleurs, c'est le moment où, en tant que statisticienne, j'adore ce moment-là, parce que je vais vous faire un dessin extraordinaire que tous les statisticiens adorent, et j'en connais dans la salle qui vont être ravis. Les fameuses courbes en cloche. Alors, la taille. La taille. Voilà. Ici, on va mettre le nombre de personnes qui mesurent la taille. Donc, on appelle ça les effectifs. Je suis... Oh là là, l'écrire à l'envers, effectif. Non, c'est raté. Bon, je l'avais fait mieux la dernière fois. Bon, alors, oui. On va commencer par les femmes. Les femmes mesurent en moyenne 1,64 m. Là, je me suis entraînée. Alors, hop, en moyenne, donc il y en a beaucoup qui sont là. Alors. Mais bon, toutes les femmes ne sont pas à la moyenne. Moi-même, je suis plus petite. Mais beaucoup sont autour de la moyenne. Et plus on s'éloigne de la moyenne, moins il y a de monde. Donc, oh, j'ai fait un peu bas. Donc voilà, ça, c'est de là arrive la fameuse courbe en cloche,
vraiment, nous adorons. Voilà. Alors, donc là, il y a beaucoup de monde à la moyenne. Autour, il y a pas mal de monde. Et puis là, des toutes petites femmes, il n'y en a pas beaucoup. Et des très grandes femmes, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Les hommes. 1,78 m en moyenne. Alors, entre les deux, il y a bien 14 cm. Vous pouvez vérifier, c'est super. Non, mais tout se tient. C'est 14 cm. Voilà, donc il y a plein d'hommes qui sont là. Ok. Tu fais pas vite. Je fais du caca, là. Mais, pareil, comme pour les femmes, tout le monde ne mesure pas 1,78 m. Il y a des hommes petits, il y a des hommes grands, etc. Et voilà. Hop! Et voilà. Magnifique. Nous avons donc les deux courbes en cloche de la taille des hommes et des femmes. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Là, vous avez toute une zone où il y a des hommes et des femmes qui font la même taille. Paquet, hein. Et puis là, encore plus fort, si vous coupez en deux ici, là, et bien ici, vous avez des femmes qui sont plus grandes que des hommes. 20% des femmes, en gros, sont plus grandes que 20% des hommes. D'accord, ils sont plus grandes. Bon, c'est pas énorme. D'ailleurs, il y a des cultures dans lesquelles on ne met pas du tout en avant la différence de taille entre les hommes et les femmes. Et par exemple, on va représenter les hommes et les femmes de même taille chez les Gaulois, chez les Vikings. Et puis bon, restons modestes. Chez la baudroie des abysses, c'est un poisson. La femelle est des centaines de fois plus grosse que le mâle. Là, oui, ils ont pas les temps. Voilà. Donc, ok, l'homme est un peu plus grand que la femme. Ah, zut! Ils n'ont pas d'autre. L'homme est un peu plus grand que la femme. Ok, mais la force, c'est pas que ça. Hein. La force, c'est aussi la résistance. Qui c'est qui est le plus résistant? C'est qui est le plus résistant entre l'homme et la femme? La femme. La femme. Paraîtrait. La femme. Ça se dit. Statisticienne toujours, je vous présente l'espérance de vie. Donc l'espérance de vie des femmes en France, actuellement, elle est de 85 ans, quand celle des hommes est de 79. Nous sommes quand même vachement plus résistantes. Bon. Et ça a des conséquences, ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à la naissance, il y a toujours un petit peu plus de garçons que de filles qui naissent. Alors là, je vais faire les garçons de ce côté et les filles par là. À la naissance, il y a un petit peu plus de garçons que de filles qui naissent. Et puis tout ce monde-là vieillit. Puis arrivé vers 20-30 ans, égalité, autant d'hommes que de femmes. Et puis après, il n'y a plus que des vieilles femmes. Bon, vous me direz, c'est normal que l'homme meure plus vite que la femme, ça ne veut pas dire qu'il est moins résistant, c'est qu'il a des comportements plus à risque, c'est qu'il a des métiers qui sont plus pénibles et plus durs, c'est que c'est lui qu'on envoie faire la guerre, c'est que, etc., etc. Oui, certes. Mais alors du coup, ça n'explique pas que les bébés garçons soient moins résistants que les bébés filles. C'est glauque. Mortalité infantile, c'est la mortalité des bébés avant 1 an, c'est pas terrible. Mais vous voyez bien que les filles, c'est plus costaud que les garçons quand même. Voilà. Alors, c'est qui le plus résistant? C'est la femme. C'est la femme. D'accord. Donc l'homme est plus fort physiquement, mais la femme est plus résistante. Ok. On pourrait voir d'autres. C'est qui est moteur responsable de la perpétuation de l'espèce? Ah, ça c'est une force, ça quand même, perpétuer l'espèce. Bah oui, hein, ça on sait maintenant, hein, que c'est les deux, qu'il faut l'homme et la femme pour faire des bébés, bon voilà. Mais alors c'est qui va être responsable de l'équilibre des sexes? Parce qu'on a bien vu que c'était important l'équilibre des sexes, et puis d'avoir autant d'hommes que de femmes à l'âge de faire des enfants, etc. Qui c'est qui est responsable du sexe de l'enfant à naître? Spermatozoïde. L'homme.
L'homme, Non, c'est l'ovule, parce qu'on accepte tout. Il y a un débat là. l'homme, vous savez, XY, c'est lui avec les spermatozoïdes qui porte le X ou le Y, et donc c'est lui qui porte le fait que l'enfant sera une fille ou un garçon. Ceci dit, il décide pas. Hein? Ceci dit, il décide pas. Il ne Non. décide pas. Non, c'est pas une décision, mais c'est C'est lui un qui est... Voilà. Il est saine. Il essaie à tout. Non, peut-être pas. Pardon. Je m'égare. On ne perd pas son Bon, je vais vous faire une démonstration sur le fait que c'est pas aussi simple que ça. Je me grime. Oh la vache. C'est du Woody Allen. C'est ça. Ah, Je suis un spermatozoïde mâle, Y. Allez, on y va. Où il est l'ovule? Moi, je suis très fort. Moi, je suis rapide, je suis le plus... Oh là là, je vais arriver le premier, là. À la course, moi, je suis toujours le premier. Oui, où il est l'ovule? Oui, où il est? Oui, où il est? Il est où? Il est... Oh, je meurs s'il n'y a pas l'ovule. Voici le spermatozoïde femelle, donc X. Bon, je vais chercher l'ovule. Vous avez pas vu l'ovule? Il n'est pas là? Bon, bah, où est cet ovule? Bon, on va attendre. Alors, il arrive bientôt, vous croyez? Ah, il est là, bonjour. Hop. Parce que lui, il est peut-être moins rapide. Mais il est résistant. Alors là, je vous ai expliqué ce qui se passait dans le cas d'un rapport avant l'ovulation. Excellent. C'est à peu près la même chose dans un rapport quand le milieu est défavorable, un peu acide. Donc voilà, le milieu de la femme en fonction de ce qu'elle mange, de ce qu'elle vit, du stress qu'elle a, de tout. Voilà. D'accord? Et puis alors, il y a encore plus fort, mais alors là, elle m'a spoilé. Oh non, la bûche. C'est que l'ovule n'est pas l'espèce de gros machin passif et amorphe qu'on croyait, qui est juste là pour laisser rentrer celui qui vient frapper le premier, quoi, à la porte. Non, 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 non. Il choisit son spermatozoïde. Ah, ça, c'est des recherches récentes qui ont découvert ça. Il était Donc, temps. donc voilà, hein. C'est un peu compliqué tout ça. Hein. Alors c'est qui détermine le sexe là du coup? Match nul. Bah ouais, les deux. Hein. Il y a vraiment de l'interaction là, hein, entre l'homme et la femme. Donc, nous en étions à la force physique, c'est l'homme, la résistance, c'est la femme, la perpétuation de l'espèce, c'est les deux. C'est qui le sexe fort? Il n'y en a pas. d'accord. Ben, les deux, ou aucun. En fait, c'est une non-question. Ouais, Il faut arrêter de c'est parler ça. de sexe fort et de sexe faible. Bon. Ce qui m'amène à ma quatrième partie. Ben, c'est encore loin l'égalité. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un pantalon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Et quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite fille. Perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Comme un garçon, moi j'ai peur de rien. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Et quand je suis avec toi, je ne suis qu'une toute petite fille. Tu fais ce que tu veux de moi. On te voit. S'il vous
l'égalité. Bon, moi, je suis née, il y a un moment, en 1957. Et bien, très peu de temps après la naissance de Caroline de Monaco. Oh, ouais. Et pourquoi je vous parle de Caroline de Monaco? Ben parce que c'est elle, ou c'est à travers elle, qu'a été complètement popularisé le rose pour les petites filles. Et alors là, depuis, mais ça n'a fait que monter dans les années 90 avec le marketing, etc. Mais c'est le rose partout, les filles, c'est que du rose. Alors, c'est encore loin l'égalité? Bon, à l'école peut-être? À l'école. Donc moi, pareil, quand j'étais à l'école, ça n'a pas tout le temps été mixte. Donc j'ai navigué entre mixité et non-mixité. En fait, ça a été vraiment mixte définitivement quand j'étais en 5e. Mais ça ne voulait pas dire que tous les enseignements étaient mixtes. Par exemple, le sport, c'était pas mixte. Les travaux manuels, c'était pas mixte. Les garçons faisaient du bricolage, les filles de la couture ou de la cuisine. Et cette non-mixité, elle perdure sous d'autres formes, mais elle continue. Et dans les manuels scolaires, on voit très peu de femmes en fait. Et donc finalement, on enseigne à nos enfants un monde sans femmes. Alors, statisticienne toujours. Dans les manuels scolaires de lycée, dans les manuels d'histoire, les biographies qu'il y a dans les manuels d'histoire vont concerner simplement à 3% des femmes. 3% de femmes en histoire. En mathématiques, quand il y a des biographies, il n'y a pas de femmes. Et pourtant, les mathématiciennes, il y en a. Et depuis l'Antiquité, comme Hypatie d'Alexandrie. Mais non. En littérature, 5% des auteurs étudiés sont des autrices. 5%. Nous élevons nos enfants dans un monde masculin. Mais on ne peut pas non plus aller contre l'histoire qui avance là. Et en fait, là maintenant, aujourd'hui, les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Les filles vont plus poursuivre des études supérieures que les garçons. Et maintenant, dans les jeunes générations, les femmes sont plus souvent diplômées du supérieur que les hommes. De combien? Bel écart, hein. Chez les 30-44 ans, 51% des femmes sont diplômées du supérieur contre 41% des hommes. Donc, ah oui, mais ils ne font pas les mêmes études non plus. Et les filles sont certes très diplômées, mais elles ne font pas d'études scientifiques. Ah oui. Pardon, d'accord. Je suis statisticienne, c'est un petit peu scientifique quand même. Donc, mais c'était pas gagné. Hein. Quand j'étais en 3e, à l'époque c'était en 3e qu'on avait une orientation. Donc j'ai rencontré le conseiller d'orientation scolaire. Alors voyons, bien, vous avez des bonnes notes dans toutes les matières. Oui, j'aimais bien l'école. Alors, vous aimez les langues? Ben oui, j'aime bien les langues. Alors, vous serez secrétaire bilingue. Ben non, moi je veux être scientifique. J'étais d'ailleurs en seconde scientifique quand Anne Chopineau est rentrée à Polytechnique. Vous savez qui c'est Anne Chopineau? Les plus anciens le savent. Eh bien, Anne Chopineau, c'est une des 7 premières femmes qui est rentrée à Polytechnique, puisqu'avant, Polytechnique était interdit aux femmes. Donc, première génération à rentrer à Polytechnique. Et Anne Chopineau, elle a été majeure de promotion. Alors, femmes et sciences, c'est possible. Oui, mais en fait, pas encore complètement. Ça reste ancré dans nous que les sciences, c'est masculin. Et du coup, les filles, elles ne s'orientent pas vers les sciences parce qu'elles pensent qu'elles ne seront pas capables. C'est pour les mecs, quoi, les sciences. Et il y a un test qui est très intéressant sur le site de Harvard
sur ces stéréotypes implicites. Je l'ai fait sur Femmes et Sciences, j'ai fait le test, je l'ai fait plusieurs fois. Je le connais, je le fais plein de fois. Et ben, chaque fois, les sciences c'est masculin pour moi. C'est dingue. Donc du coup, des orientations rarement vers les sciences pour les filles, quoi. Alors, j'ai une fille, une de mes filles, qui a fait la filière sciences de l'ingénieur au lycée. Dans sa classe, il y avait 2-3 filles maximum. Et puis après, elle s'est complètement réorientée. Elle est allée passer un brevet professionnel vêtements. Oh, alors là, chercher le garçon. Et oui, pas les mêmes études. Bon, alors, c'est encore loin l'égalité. Après l'école, dans le boulot. L'égalité dans le boulot. Si on n'a pas les mêmes formations, on n'a pas les mêmes boulots. Hein. Ça, déjà, à la base... Moi, qui suis statisticienne, donc je suis arrivée dans le boulot comme statisticienne, comme cadre de la statistique. Donc, c'était pas évident parce qu'à l'époque, il y avait 20% de femmes parmi les cadres. Donc, il fallait arriver à faire sa place. Hein. C'était pas gagné. Un exemple. Je vais dans une ville de la région avec un collègue pour faire un travail et puis je demande à rencontrer un chef de service de la mairie parce que j'avais des questions à lui poser par rapport à ce boulot. On prend rendez-vous. Alors, voilà. Le chef de service de la mairie, moi, mon collègue. Bonjour monsieur, c'est très gentil de nous recevoir, j'ai quelques questions à vous poser, blablabla, blablabla, blablabla. Oui alors, blablabla, blablabla. Oui mais vous pouvez m'expliquer un peu mieux. Ah blablabla, blablabla. Bon, après, ça a été mieux au fil des années, puisque maintenant, il y a environ 40% des cadres qui sont des femmes, donc ça rentre dans les mœurs, donc ça va mieux. J'ai même eu des directrices, des femmes directrices, mais il y en a une qui m'a expliqué que maintenant, il y avait de plus en plus de directrices, parce que c'était un travail qui avait moins de pouvoir et d'autonomie qu'avant. Ah oui, parce que les vrais emplois de pouvoir, ils sont quand même toujours tenus quasi exclusivement par des hommes. Et alors là, je ne résiste pas au plaisir de lire une phrase de Françoise Giroud, de vous citer Françoise Giroud, qui a dit en 1983 « La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. » Ça commence à finir. On tient le bon bout. Alors, c'est encore loin l'égalité. Dans la vie courante. Dans la vie courante. Alors, moi, quand j'étais petite, la norme, c'était que les mamans restaient à la maison pour gérer la maison et s'occuper des enfants. Bon. Et j'avais de nombreux camarades, filles ou garçons, qui me plaignaient et me disaient que j'avais pas de chance parce que ma mère ne pouvait pas bien s'occuper de nous vu qu'elle travaillait. Alors, j'étais pas d'accord, hein, bien sûr. Donc mes parents, ils avaient le même boulot au départ, ils étaient instituteurs tous les deux. Mais après, mon père, il a changé de boulot, il a pris des responsabilités. Et il a pris des postes dans d'autres villes, et donc on le suivait tous, toute la famille. Donc on déménageait, et puis il était très pris, parce que c'était un poste à grande responsabilité. Donc c'est ma mère qui gérait la maison, les enfants, quoi. Et ça, même si elle aussi, elle travaillait, même si elle a été adjointe au maire de notre petite ville, il n'empêche que c'était elle qui gérait la maison. Ça s'appelle la double, voire la triple journée. Et je vous parle d'il y a un certain nombre d'années, mais en fait ça n'a pas beaucoup changé. Hein. C'est quand même toujours là. Et aujourd'hui encore, statisticienne,
les hommes ont en moyenne une demi-heure de temps libre de plus que les femmes par jour. Quand on prend tout, le travail très prenant des hommes, et voilà, mais on prend tout, qui a du temps libre? Les hommes. Bon, bien sûr, c'est une moyenne cette demi-heure. Il y a des hommes qui en font beaucoup, voire plus, à la maison. Mais enfin, leur participation n'est pas toujours totale. Regarde chérie, j'ai fait un bon repas pour nos invités. Ouais. Et c'est quoi toute la vaisselle là Ou encore, chérie, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ou encore, je vais aller faire les courses, tu me fais la liste? Charge mentale. Bon, vous vous souvenez, mon frustré quand j'étais enceinte. Le voilà après la naissance. Oh, mais j'ai bien dormi. Le bébé s'est pas réveillé cette nuit. Alors là, je crois que nous n'avons pas les mêmes oreilles. Nous n'avons pas d'ailleurs non plus les mêmes salaires. Bon, sans surprise, la femme travaille moins à l'extérieur que l'homme. Femme au foyer, congé parental, temps partiel. La femme est moins souvent cadre que l'homme. Bien évidemment, la femme gagne moins que l'homme, en moyenne. Combien moins? Le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes de 24%. Alors ça, c'était en 2016. En 2017, je crois qu'il a 23%. Enfin bon, plus de 20%. Et quand les femmes sont à la tête d'une famille monoparentale, c'est-à-dire toutes seules avec leurs enfants, ce qui est quand même beaucoup plus souvent le cas que l'inverse, puisque les familles monoparentales, c'est dans 8 cas sur 10, une femme seule avec ses enfants, et bien elle va encore gagner 20% de moins. Alors à l'arrivée, les retraites des femmes, c'est 42% de moins que celles des hommes. Ouh là là. 30% si on ajoute la pension de reversion, c'est-à-dire que vous savez, comme les hommes meurent plus tôt, Il faut bien qu'ils compensent. Ils l'ont pas annulé, ça en plus la pension de réversion ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Il en avait été question. Il en avait été question, je sais pas. C'est pas passé. Encore. Voilà. Bon alors, c'est encore loin l'égalité. En fait, j'ai lu un article là, récemment qui titrait La mise en couple enrichit les hommes et appauvrit les femmes. Ah ouais. Bon, donc l'égalité c'est dans la vie politique. Hein. No comment? C'est ça. No comment. Bon alors. Ça Mais au moins les femmes elles sont respectées. À l'époque MeToo, on a entendu des choses, hein, on se doute bien que c'est pas si simple que ça. Alors, ça commence par du harcèlement ordinaire. Quand on est dans une foule très serrée et qu'on sent une main qui se promène sur nos seins, sur nos fesses, il faut avoir de sacrés bons réflexes et du culot pour attraper la main en disant « C'est à qui ?» Et encore plus de culot pour rendre l'appareil. Moi, j'ai jamais eu ce culot, mais je connais qui l'ont eu. Et alors là, j'étais morte de rire. Admiratif toujours. Bravo. Non, moi, j'essayais d'échapper comme je pouvais à cette main. Je dardais des yeux revolver sur toute la jambe masculine qui était susceptible d'être à l'origine du geste. Et voilà. Inefficacité totale,
frustration garantie. Et un petit peu de honte aussi. Super. Ça, c'est que du petit harcèlement. Après, nous arrivons aux violences. Les violences et les viols. C'est mon dernier panneau. Après, je vous embête plus avec des panneaux de chiffres. Les violences faites aux femmes. En France. Alors, une femme est violentée par son conjoint ou ex-conjoint en France toutes les 2 minutes. Une femme subit un viol ou une tentative de viol en France toutes les 5 minutes. La plupart du temps, ce viol ou cette tentative est par quelqu'un que connaît la femme, puisqu'il n'y a qu'une fois sur 10 que c'est un inconnu. Et dans la moitié des cas, c'est son conjoint ou son ex-conjoint. Et puis, ça se finit par des féminicides. Une femme en France meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint tous les 2 ou 3 jours. C'est 6 fois plus que les meurtres en famille qu'il peut y avoir sur des hommes ou sur des enfants. 6 fois plus. Donc ça vise bien les femmes. Bon, alors. C'est encore loin l'égalité ? Oui. Ouais. Il était une fois ou 1000, un homme comme toi, un homme tranquille, qui dans un désir violent et soudain voulut parvenir trop vite à ses fins. Avec la finesse qu'ont parfois les bêtes, face à la princesse il se dit suis-je bête? Entre haut et bas souvent femme varie, si elle se débat c'est pour mieux dire oui. Mais quand c'est non, c'est non, quand c'est non, dommage, range ton bâton, ta plume sauvage. Quand c'est non, c'est non, quand c'est non, mon vieux. Range ton bâton et place aux adieux. Range ton bâton et passe aux aveux. Jeanne Chéral. On avance. Serions-nous l'espèce animale la plus stupide? Bon. Déjà, nous, les femmes, nous devons répondre à des injonctions esthétiques. Alors, une femme, c'est mince. Pas facile. Ça peut mener à l'anorexie. Une femme, ça a une petite voix haute et douce, petite fille, ça c'est une femme. Alors la chanteuse qui a une voix grave sera dans les rôles de servante, de sorcière, de pute. Une femme, ça n'a pas de poils, petite fille. Ah, puis ça commence très tôt ces injonctions-là. J'étais partie en vacances en Espagne avec ma fille qui avait à peine plus d'1 an. Et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me parlait de mon petit garçon. Bon, il n'était pas en rose, d'accord. Ah, c'est parce qu'elle n'avait pas de boucle d'oreille. Ben non, j'ai pas fait percer les oreilles de mes filles. Moi, j'ai pas les oreilles percées et j'ai jamais eu de boucle d'oreille. Je refuse d'en avoir. Je suis un peu traumatisée. J'ai ma cousine un peu plus grande que moi qui a eu des boucles d'oreilles pour sa communion. Donc on lui a percé les oreilles. Et alors ça s'est affecté. Il y avait du pu, elle avait très 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 mal et elle avait des oreilles en chou-fleur. Faut souffrir pour être belle. Moi, c'est ce que j'entendais chez le coiffeur, quand il me tirait les petits cheveux de derrière. Bon, c'est aussi sans doute ce qu'ont dû entendre les petites filles chinoises jusque dans les années 50 quand on leur bandait les pieds. Et en fait, on doit toujours répondre à des injonctions esthétiques. Et du coup,
on en vient à développer la chirurgie esthétique. Chez nous, il y a beaucoup de femmes qui se font refaire plus de seins, moins de seins, mais des fesses, la dalle, le bouche, tout. Et la chirurgie qui est le plus en hausse chez les très jeunes femmes, c'est la chirurgie esthétique de la vulve, pour avoir une vulve de petite fille. Oh, Oh. comment ça? Comment ça? Oui, c'est ça. Et puis, puisqu'on est en train de parler de mutilation, parlons des plus fréquentes dans les mutilations sexuelles, parlons de l'excision. Hein, l'excision, c'est l'ablation de toute ou partie du clitoris, cet organe qui ne sert à rien, enfin pardon, qui ne sert pas à la reproduction. L'excision a des conséquences sur la vie et la santé des femmes qui sont importantes. Ça n'a pas toujours été interdit chez nous, l'excision. Au XIXe siècle, des gynécologues européens ou américains préconisaient l'ablation du clitoris pour traiter la folie et la masturbation. Et puis, l'excision, ça a encore cours dans de trop nombreux pays, mais il y a des mouvements partout dans ces pays pour lutter contre ça et aller vers l'arrêt, l'interdiction de l'excision. Et une de mes filles, quand elle était elle faisait un stage de fin d'études au Mali pendant plusieurs mois, et dans ce cadre-là, elle a pu participer à une fête dans un village où ils fêtaient le fait d'avoir aboli l'excision dans un village. Et ça avance petit à petit. Voilà. Et en fait, le patriarcat, il est très très fort. Parce qu'il convainc les femmes de se mutiler elles-mêmes. Il convainc les femmes chez nous d'aller se faire refaire ce qui ne serait pas dans la norme. Et il convainc des femmes de mutiler des petites filles ailleurs. Très très fort. Alors quand on est dans les manières de contraindre les femmes, il y en a d'autres. Hein. Au Moyen-Âge, il y avait les ceintures de chasteté. Et puis, beaucoup plus proche de nous, il y a le tollé qu'il y a eu dans les années 70 quand étaient discutées les lois pour la contraception, légalisation de la contraception. Les députés mâles, députés et sénateurs mâles sont montés au créneau parce que mais c'était l'horreur et ces pauvres créatures sans cervelle, si on leur donnait la contraception, mais elles allaient sombrer dans la déchéance, dans la prostitution. Et ça, c'est une idée qui a continué à avoir cours, parce que moi, je me souviens, dans les années 80, de collègues femmes qui discutaient entre elles du fait qu'elles ne donneraient surtout pas la pilule à leurs filles adolescentes, parce que sinon, elles allaient coucher. Oui, parce qu'une femme libre, ça fait peur. Et c'est comme ça qu'il y a eu les chasses aux sorcières. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, on a brûlé des sorcières qui fricotaient avec le diable. Elles ne fricotaient pas avec le diable. C'était des femmes libres, pour la plupart, et souvent des femmes médecins, guérisseuses ou avorteuses. La chasse aux sorcières, ça continue encore, et sous des formes un peu différentes, etc. Mais on peut jeter l'opprobre aussi sur les femmes qui veulent vivre différemment, les femmes... Parce qu'une femme... c'est un ventre et ça doit être productif, quand même. Alors moi, je me souviens, quand j'étais au collège, quand on discutait avec mes camarades de comment on voyait notre avenir, la plupart, c'était « je me marie et j'aurai des enfants ». Un ou deux. D'abord un garçon. D'abord un garçon. D'abord un garçon, ben oui. D'abord un garçon, ça c'est sur toute la planète. Hein. D'abord un garçon. Parce que le garçon, il va être le successeur de ses parents. Il va prendre la relève, il va s'occuper de ses vieux parents. La fille, mais elle va aller se marier à l'extérieur, elle va donner sa force de travail et sa descendance à une autre famille, et en plus, il faudra verser une dot. Donc non, une fille, on l'élève à perte. Donc n'ayons que des enfants, que des garçons. Et cette préférence pour les garçons, elle se voit partout. Partout,
la probabilité d'avoir un enfant supplémentaire est plus grande quand on n'a que des filles. On cherche le garçon. Oui. Alors il y a des endroits où c'est plus fort que d'autres. Les pays du Caucase pratiquent beaucoup l'avortement sélectif de filles. Donc ils cherchent vraiment fortement le garçon. Et là où c'est le plus fort, c'est la Chine, avec la politique de l'enfant unique. Et du coup, en Chine, on est passé... Alors, je vous disais qu'ils naissaient toujours un peu plus de garçons que de filles. Donc, en moyenne, partout, c'est 105 garçons pour 100 filles. Et bien, en Chine, c'est 120 garçons pour 100 filles. C'est pas qu'ils savent mieux faire des garçons, c'est qu'ils font moins des filles. C'est-à-dire que c'est les avortements sélectifs, mais quand, à l'époque où on ne pouvait pas forcément avoir tout ce qu'il faut pour l'avortement sélectif, c'était le meurtre à la naissance. Ce qui se pratique encore couramment en Inde. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire qui s'appelle « Le pays qui n'aimait pas les femmes », dans lequel un père explique pourquoi il ne peut pas se permettre de garder un bébé-fille s'il en vient à naître. C'est une logique économique, ce que je vous disais, la dot, il ne peut pas. Donc, il ne faut pas avoir de bébé-fille. C'est une logique économique, c'est une logique capitaliste. Mais du coup, je reviens à ma question de départ, ne serait-on pas l'espèce animale la plus stupide? On est en train de martyriser, voire détruire, la partie de l'humanité qui, quand même, va porter les bébés et donc va permettre quand même à l'espèce de perdurer. À la limite, on aurait plein de femmes et peu d'hommes, l'espèce, elle pourrait perdurer. Bon, ne croyez pas que je suis en train de faire l'apologie de la polygamie, parce que ce qu'il faut aussi savoir pour qu'une espèce soit robuste, vive bien, soit résistante, c'est qu'il lui faut de la diversité, comme dans toutes les espèces vivantes. Et pour avoir de la diversité, eh ben, il faut plein de femmes et plein d'hommes. Puis ça tombe bien, à 20-30 ans, il y en a autant. C'est bien fait quand même. Hein. Ben oui. Mais alors, pourquoi? Après, la question, c'est pourquoi. D'autant plus qu'on voit que ça existe depuis très longtemps et partout. Titu Lecoq, dans son essai là, qui est paru en 2021, Les oubliés de l'histoire, pourquoi on a effacé les femmes, elle dit, que je redise comment elle le dit, si à la préhistoire il a pu exister des places différentes pour le féminin, il n'en demeure pas moins une réalité historique. Depuis, le patriarcat l'a largement emporté. Et en fait, ce qu'elle dit, hein, à la préhistoire, ça pouvait être un peu, c'était moins évident, ça, cette domination masculine. Mais à un moment donné, le patriarcat l'a emporté. Alors pourquoi? Ben, quand l'homme a compris qu'il jouait un rôle dans la conception des enfants, il a voulu s'approprier la femme, puisque c'est elle qui porte l'enfant. C'est très bien décrit dans le dernier tome du roman Les enfants de la terre de Jim M. Howell. Alors là, moi, je trouve qu'elle le décrit merveilleusement bien. On sent que ça y est, le paradis est fini. Voilà, que le patriarcat arrive. Quoi. Et parce que l'homme a cru pendant longtemps qu'il était... En fait, il me donnait sa petite graine, et la graine poussait dans le ventre de la femme. D'ailleurs, on continue à le dire à nos enfants. Le papa a mis la graine dans le ventre de maman. Non. Deux graines se sont rencontrées. C'est complètement autre chose. Mais n'empêche que pendant... Et ça, c'est... comment elle s'appelle? Françoise Héritier, qui dit que pendant des millénaires, l'homme s'est cru l'unique engendreur. Et la femme n'était qu'une couveuse. Je vous cite Échille, un tragédien grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il dit « Ce n'est pas la mère qui engendre celui qu'on nomme son enfant. Elle n'est que la nourrice du germe qu'elle a conçu. Celui qui engendre, c'est le mâle. » Bon, ok. Les hommes ont pensé ça, donc c'était leur propriété. Ok. Mais maintenant, on sait que c'est pas comme ça. Alors pourquoi ça change pas plus que ça? Bon, bah,
déjà, on peut se dire que quand on est en situation de domination, on va pas se pousser pour faire vraiment toute la place, là, à côté, faut pas exagérer. Donc, la place, faut la prendre. Et puis, il y a aussi une autre chose fondamentale, c'est qu'en fait, on sait avec certitude qui est la mère. Donc, pour se prémunir de toute incertitude, l'homme enferme la femme et en fait sa propriété. C'est une logique capitaliste, c'est sa propriété. Et c'est encore et toujours le patriarcat. Bon, ça nous plombe un peu. Écoutez ma chanson bien douce, que Verlaine aurait su mieux faire. Elle se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. C'est la complainte de l'épouse, de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elle respecte la loi divine qui dit par la bouche de l'homme que sa place est à la cuisine et qu'elle est sa bête de somme. Pas question qu'elle fasse la savante, il vaut mieux qu'elle soit ignorante. Son époux dit que les études sont contraires à ses servitudes. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Jusqu'aux pieds, sa burqa austère est garante de sa décence. Elle prévient la concupiscence des hommes auxquels elle pourrait plaire. Un regard jugé impudique serait mortel pour la captive. Elle pourrait finir brûlée vive, lapidée en place publique. Pierre Perret. Allez. Oh, la dernière. Le féminisme, ce serait-il pas bon pour ce qu'on a? Et moi, je me souviens très bien du moment où je suis devenue féministe. Et je suis devenue féministe grâce à mon papa. Mon papa, c'était mon héros, il savait tout, il avait toujours raison. Donc, je vais poser une question qui me turlupinait depuis un moment. Dis papa, toi qui es communiste, tu es pour l'égalité et le partage, c'est ça? Oui, c'est ça ma fille. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi c'est maman qui fait tout à la maison? C'est le moment où papa tomba de son piédestal et où je m'éveillais au féminisme. Bon. C'est vrai que les communistes, ils n'étaient pas très féministes. Bon, pour les communistes, il n'y avait qu'une chose qui était importante, c'était la lutte des classes. La lutte des classes allait tout régler. Par la lutte des classes, on allait obtenir l'égalité pour tous, donc aussi pour les femmes. Et puis ça, plus le progrès technique, ça allait les libérer des tâches ménagères, il n'y avait pas de sujet. Et puis en plus, ces féministes-là, bah, c'est toutes des bourgeoises. À leur décharge, les cocos étaient loin d'être les seuls à penser comme ça. Moi, c'est un socialiste en colère qui m'a dit et en plus, vous n'avez pas de couilles au cul. Et non. Et alors, je déteste ces expressions. Il a des couilles, il n'a pas de couilles, il a des couilles, ça me fait mal aux couilles, les couilles. Surtout quand elles sont dites par des femmes. Surtout quand elles sont dites par les filles. Bon, vous me direz, on s'en bat le clito, mais quand même, ça me fait mal aux oreilles. Moi, je suis une enfant du MLF. Quand je me suis éveillée au féminisme, c'était le moment où le MLF luttait. Et donc, il y avait c'était le droit à l'avortement, c'était le droit à la contraception, notre corps est à nous,
Et plus rien ne sera jamais comme avant. Et moi, j'étais convaincue que le féminisme, il allait de soi maintenant. C'était, voilà, ça y était, c'était parti. Le féminisme, ça y était un boulevard. Et mes amis, filles ou garçons, pareil, quoi. On était dans... En fait, cette époque-là, c'était... si vous avez vu le film de Clapiche, Le péril jeune, c'est exactement ça. Moi, j'ai cru me voir, là, dans son... Et moi aussi, hein, il y avait un groupe de femmes, il y avait tout ça. Voilà. Et puis, féministe, c'est devenu un gros mot. Un jour, une de mes filles rentre de l'école, elle était au collège, je sais pas quoi, et elle termine en disant « Oh, je suis pas féministe, mais... » Je dis « Mais pourquoi tu dis ça? Sois féministe. C'est bien d'être féministe. C'est pas un gros mot, c'est comme intellectuel, c'est pas un gros mot. » Oui. Bon, en fait, ça fait 2 fois que je parle de mes filles, mais c'est parce que je pense que c'est à travers mes filles que je me suis rendu compte qu'on avait vraiment changé d'époque. Et que des choses qu'on croyait comme ça acquises et qui allaient toujours aller vers le mieux, etc., ben, le soufflet était retombé, le patriarcat s'était remis dessus. Mais bon, forcément, on ne peut pas rayer comme ça des millénaires d'habitudes de domination et de soumission. Et donc, ben, nous les femmes, on n'était pas forcément complètement légitimes dans tout. Intellectuellement oui, mais dans le reste non. Et on avait des vieux réflexes qui étaient encore un exemple de vieux réflexes. C'était l'année du bac, 75 pour moi. J'étais en train de réviser dans ma chambre, dans le silence total. J'étais sur mes petites fiches. Dans la maison, à part moi, il y avait mon père, qui travaillait ce jour-là à la maison. Donc, il était dans une autre pièce, silence total aussi. Quand tout à coup... Je change de main, ça va être simple. Tu peux venir? Oui. On se boirait bien un petit café? Oui. Je commence à Je suis en train de réviser là. Tu vas te le faire ton café? Ça l'a beaucoup fait rire. Moi, moins. Moi, je me suis dit, on n'est pas sorti de l'auberge en fait. Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis en plus, le patriarcat, il se défend. Bah oui, il ne va pas se laisser comme ça. C'est pas parce que les femmes ont dit, oui, ça y est, nous on sait, on veut. Non, non, il va se défendre le patriarcat. Et il se défend beaucoup aussi sous couvert de religion. La religion l'aide bien à se défendre. C'est un bon allié du patriarcat, la religion. Si vous regardez par exemple des photos des femmes en Iran, en Afghanistan, en Égypte, on va dire avant et après. Mais elles n'ont pas toujours porté la burqa. Et puis, en Pologne, les femmes qui sont obligées de descendre dans la rue et de se battre pour conserver le droit à l'avortement, qui est le premier droit qu'on enlève aux femmes quand on veut les enfermer. C'est un pays catholique, hein, la Pologne. Hein. Là aussi, c'est la religion qui dit non, non, non. Et elle défile en tenue de servante écarlate. Vous savez, le roman dystopique de Margaret Atwood, dans lequel une partie des femmes ne sont plus que des ventres à procréer. Et au Texas, et dans plein d'autres États. En fait, en ce moment, le patriarcat, il y va costaud. Bon, s'il y va costaud comme ça aussi, c'est parce que de l'autre côté, le féminisme, il est revenu. Avec les jeunes générations de féministes, avec le mouvement MeToo, avec des femmes qui prennent la parole, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent là, et ouf, ça fait du bien. Il y a une revue récente qui s'appelle La Déferlante, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une revue des révolutions féministes qui est née en mars 2021. C'est un trimestriel. C'est une mine d'informations d'informations et de réflexion. Enfin, c'est vraiment... J'en ai un exemplaire, je me trouve. Je ne suis pas sponsorisée par... non, et puis, il y a de plus en plus d'hommes aussi qui
qui rentrent dans ces mouvements féministes, qui le suivent et qui sont féministes en fait, parce que c'est pas être gentil avec les filles d'être féministe, c'est aussi se rendre compte que ça va leur faire du bien à eux. Par exemple, ne pas avoir à répondre à l'injonction « chiale pas, t'es pas une nana ». Avoir le droit d'exprimer ses sentiments. Et Elisabeth Badinter, qui a écrit XY de la condition masculine, elle parle bien dans ce livre des difficultés de répondre aux injonctions de masculinité pour les hommes. Le patriarcat, il n'enferme pas que les femmes, il enferme les hommes aussi dans des stéréotypes. Et sans compter que ça coûte très cher à la société, parce que l'injonction de masculinité, c'est une injonction de sois fort, assume-toi par la force, par la violence s'il faut, etc. Sois dur. Et donc, on remplit les tribunaux, on remplit les prisons, on remplit les centres de soins, etc. Les coupables sont toujours des mecs, et les victimes sont parfois des mecs et souvent des femmes. On est dans une espèce de schéma qu'il faut casser, quoi. Voilà. On va vous dire d'autres. Ah oui, en plus, oui. Les mecs, ils ont tout intérêt à ce qui est l'avènement du féminisme, parce que est-ce que vous savez que votre réussite amoureuse et professionnelle dépend aussi de votre taille? Et on fait confiance aux grands hommes. Ils sont forts, ils sont costauds, ils vont nous protéger. Donc, les hommes plus grands réussissent mieux leur vie sentimentale et leur vie professionnelle. Quand on est plus petit, il va falloir se battre pour prouver qu'on a de la valeur, quoi. Alors ça explique peut-être pourquoi nos hommes politiques très grands sont aussi agressifs. Je mets pas de nom, hein, top là les images. C'est pareil pour les femmes, hein, les femmes politiques. Oula, la pire étant, de mon point de vue, Margaret Thatcher, la dame de fer, qui ne voulait d'ailleurs pas de femmes dans son gouvernement parce que les femmes ne sont pas capables. En fait, Margaret Thatcher n'était pas une femme, c'était une exception. Alors, le féminisme, ça serait-il pas bon pour ce qu'on a, ce qu'on a? Tremblez, tirant, portant culotte, femme, votre jour est venu. Point de pitié, mettons en note tous les torts du sexe barbu, tous les torts du sexe barbu. Voilà trop longtemps que ça dure, notre patience est à bout. Debout, Vésuvienne, debout, et lavons notre vieille injure. Liberté sur nos fronts, verse tes chauds rayons. Tremblez, tremblez, Marie jaloux, respect au cotillon. Chaumont. Ça a été écrit en 1848. 1848, l'année de la fin du règne de Louis-Philippe, la naissance de la Seconde République, la Révolution de février, quoi. Et puis quelques années, quelques dizaines d'années avant la Commune de Paris. Voilà. Parce que les femmes aussi sont des révolutionnaires, mais après la Révolution, on les renvoie à leur fourneau. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris que ce n'est pas une conférence contre les hommes. Hein? Je ne veux pas changer la domination des hommes sur les femmes par celle des femmes sur les hommes, ce serait bien ridicule. C'est plutôt le système du patriarcat, ce système de domination que je souhaite voir disparaître. C'est bien l'idée qu'un groupe humain soit légitime à contraindre tous les autres, qui est quand même un peu étrange. Alors ça va pour les hommes sur les femmes, mais on peut parler aussi des blancs sur les noirs, enfin on peut vraiment élargir. Donc c'est vraiment, ça rejoint toutes les luttes contre toutes les dominations. D'ailleurs, les grandes féministes, elles ne luttaient pas que pour le féminisme.
Elles étaient anticolonialistes, elles étaient anticapitalistes, elles étaient contre la peine de mort, elles étaient contre l'homophobie, voilà, elles avaient plein d'autres luttes. En fait, ben, on parle de convergence des luttes, d'intersectionnalité, et puis, ben voilà, l'idée c'est un peu de remplacer la loi du plus fort, qui soi-disant serait masculine, par la loi de l'entraide, qui soi-disant serait féminine. Et puis d'arriver à avoir, à vivre en harmonie entre les sexes, entre les différents humains, avec la nature, l'environnement, voilà, enfin bon, voilà, pas sortir de cette volonté de domination en fait. Alors ça porte un nom, ça s'appelle l'écoféminisme. L'écoféminisme part du principe que en fait, ce qui caractérise la domination des hommes sur les femmes, c'est de même essence que ce qui va caractériser la surexploitation de la nature par l'humain. C'est un mot qui a été créé par Françoise d'Aubonne en 1974. Grande féministe, Françoise d'Aubonne. Elle était contre la guerre d'Algérie, elle était contre la peine de mort, elle a été cofondatrice du MLF et elle a été cofondatrice du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui n'a pas duré longtemps. Mais moi je connaissais parce que j'avais un copain au lycée qui militait au phare. Et puis Françoise d'Aubonne, elle a aussi été l'inventrice d'un autre mot, le mot phallocrate. Alors, je ne la remercierai jamais assez, parce que c'est grâce à elle que j'ai trouvé les bons mots dans mes conversations avec mon papa. Voilà. Bon, je pourrais continuer encore des heures, parce que le sujet n'est pas épuisé, mais il va falloir qu'on s'arrête. Mais j'aurais pu vous parler de plein d'autres choses, comme de l'histoire du féminisme, et vous parler de toutes les grandes féministes, celles qui ont été des porte-paroles, même sans le savoir des fois, parce que c'était même des fois avant que le mot féministe existe, comme Christine de Pisan, Olympe de Gouges, Georges Sand, Louise Michel, Hubertine Auclair, Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig, Gisèle Halimi, Virginie Despentes, Adèle Haenel, Clémentine Autain, et on pourrait, voilà. Et puis, ça, c'est que les Françaises, donc je pourrais vous citer ailleurs. Et puis, j'aurais pu vous parler aussi des différentes luttes féministes. J'en ai très peu parlé. Je ne vous ai pas parlé du droit de vote. Je ne vous ai pas parlé du droit de travailler. J'aurais pu. Un peu du fait d'avoir un chic. J'aurais pu vous parler des femmes puissantes dans l'histoire, parce qu'il y en a eu plein des femmes puissantes dans l'histoire, même si, effectivement, Titu Lecoq nous dit qu'on cherche à les effacer. Mais les reines en particulier, Cléopâtre est une femme puissante, les reines guerrières du Caucase étaient des femmes puissantes, Brunehaut et Frénégonde, qui ont régné sur la France, on ne peut pas appeler ça la France, c'est l'endroit où on est là, en se faisant la guerre pendant 40 ans, c'était des femmes puissantes. Aliénor d'Aquitaine, femme puissante, enfin bon, bref. J'aurais pu vous parler de prostitution, j'aurais pu vous parler de pornographie, j'aurais pu vous parler d'homosexualité et de transgenre, qui rebattent les cartes du genre. J'aurais pu vous parler des viols de guerre, qui sont toujours aussi systématiques et systémiques. Et du coup, vous parlez de Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, et qui parle si bien de ce qu'il appelle la masculinité toxique. J'aurais pu vous parler, plus que je l'ai fait, du rôle des religions et du péché originel. Et oh, quelle horreur. J'ai oublié de vous parler d'amour. Mes petites amours, je m'adresse à vous, chères petites filles. Écoutez-vous, je sais comme on en pince au fond de nos cœurs. On guette le prince charmant du bonheur. Ravissante, pleine de force et d'espoir. Sans compter vous recherchez celui pour qui toute votre vie. Tendre votre âme
jour après jour. Et c'est vrai que l'amour, quand il naît, c'est quand même magique. Ah, quand il arrive, il vous enflamme et vous emporte haut dans un gigantesque brasier auquel il faut vite allumer une torche vive pour le conserver, ce feu, pour qu'il brille toute la vie, pour qu'il pétille d'un beau bruit. Chère petite fille, vous avez vu comme moi ça, et plus souvent qu'à son tour quoi. Maintes fois ce feu de joie se changeait en quelques années en bûcher où sont consumés les mariés. Et c'est là surtout, je crois, que les contes nous baratinent. Ils racontent qu'ils vécurent vieux, plein d'enfants et très heureux, d'un bonheur automatique qui ne meurt ni ne ressuscite. Mais l'amour c'est du taf et ça se travaille pour que ça brille toute la vie. Petite fille, pensez-y qu'on est responsable du feu qu'on a allumé, responsable du feu qu'on doit garder tout au long des années, responsable du feu qu'on a allumé dans la cime ou dans l'abîme. C'est en nous-mêmes qu'est le briquet. Il faut savoir rester aux aguets. Car on ne change pas de prince comme on change de canapé. On ne change pas de prince comme on change de canapé. Rita Mitsuko, merci.